Bienvenue dans le débat de Télécongo, mesdames, messieurs, bonsoir. Les leçons tirées de la pandémie à Covid-19 vont-elles servir à la lutte contre le paludisme? Nous en parlerons dans un panel constitué des éminents chercheurs d'Afrique centrale et d'Allemagne. À ma droite, professeur Toumi, elle n'est plus à présenter, la professeure Francine Toumi de la République du Congo, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, spécialisée en épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen en Allemagne, membre de l'Académie mondiale des sciences, première femme africaine, responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme. Bonsoir, professeur Toumi. Bonsoir, Madame Bibiane. Ravi de vous revoir au débat. On ne finira jamais assez de vous présenter, mais on a pris en tout cas ce qui était un peu nécessaire. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Absolument, merci. Professeur Charles Rondi du Cameroun, spécialiste de génétique et d'entomologie médicale à la Liverpool School of Tropical Medicine et Senior Wellcome Trust Research Fellow. Il nous expliquera ce que c'est, directeur exécutif du Centre for Research Infectious Diseases au Cameroun. Ses activités de recherche portent sur l'étude de la biologie, la génétique et la génomique des moustiques. Bonsoir, professeur Rondi. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. À ma gauche, professeur Hakim Adenika du Gabon, professeur titulaire d'immunoépidémiologie des maladies infectieuses à l'Université de Tübingen, toujours en Allemagne, directeur du Centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon. Bonsoir, professeur Adenika. Bonsoir, madame la journaliste. Merci pour l'honneur que vous nous faites tous de participer au débat. Merci. Professeur Stephen Bormann d'Allemagne, spécialiste de parasitologie clinique à l'Université clinique de Tübingen. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la direction de projets de recherche en Allemagne, au Royaume-Uni, au Kenya et au Gabon. Ces recherches portent sur de nouvelles interventions de lutte contre le paludisme. Bonsoir, professeur Bormann. Merci. Bonsoir, madame. Soyez le bienvenu au débat. Merci. Plus de 2 années se sont écoulées depuis que la pandémie de la Covid-19 a commencé. Au cours de cette période, la communauté scientifique a beaucoup appris sur cette maladie en développant divers outils de diagnostic et plusieurs vaccins en moins d'une année. Pendant cette période de pandémie, des maladies comme le paludisme ont continué à sévir, en particulier sur le continent africain, qui en paye d'ailleurs le lourd tribut, avec ces statistiques contenues dans la source Rapport Paludisme 2021 fournie par nos chercheurs ici présents. 95% de tous les cas de paludisme, soit 228 millions de cas, 96% de tous les décès dus au paludisme, soit 602 000 décès, 80% de tous les décès dus au paludisme dans la région concernant les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme, un vieux problème de santé publique, sans apparemment une riposte conséquente, une maladie que semblent banaliser les citoyens, abordée pour nous par notre reporter Merveille Isombo. Rechini Bassonga n'a pas encore renoué avec le chemin de l'école à cause du paludisme qu'il a terrassé voici quelques jours. C'est seulement la tête qui te fait mal. Tu n'as pas mal au pied. Makaya, mère de la patiente, a su détecter cette maladie à base des symptômes. Quand l'enfant fait la fièvre, elle a mal à la tête, mal au ventre. Ça veut dire que quand je regarde, l'enfant souffre du palu. Ne voulant pas pratiquer l'automédication, Makaya a conduit sa fille dans un CC pour une consultation médicale qui a abouti à la goutte épaisse afin de permettre à la patiente de bénéficier des soins appropriés.
Dans la rue, nous avons rencontré une autre victime incessante du paludisme. Il s'agit de Augustine Quinquagénaire qui détecte elle aussi le paludisme à travers quelques symptômes qui ne trompent pas, dit-elle. J'ai remarqué que ça commence par la fièvre, la grippe, un peu de la fatigue aussi, manque d'appétit. Quand je sens les signes comme ça, là, je me dis que ça, c'est le palu. C'est une maladie à répétition. Parfois, quand ça m'arrive comme ça, je vais seulement à la pharmacie, j'achète les produits comme d'habitude et je prends. Moi, je prends la bimalaril. Quand je prends ça, ça me fait du bien. L'automédication ne peut pas être normale parce que l'automédication ne détermine pas la réalité, réellement qu'est-ce que vous souffrez. Normalement, il est important, sinon impérieux, d'aller à l'hôpital voir un médecin qui est approprié. On vous examine. Il faut qu'on diagnostique d'abord au préalable. J'en appelle à l'État, n'est-ce pas, de voir aussi cette maladie qui est le paludisme, qui est en train de tuer beaucoup de nos citoyens. Et au détriment du coronavirus, peut-être que c'est parce que c'était venu sans précédent. Le paludisme, encore appelé malaria, est donc fréquent au Congo, l'un des pays tropicaux humides d'Afrique où les moustiques ont la possibilité de se multiplier. La bonne santé étant tributaire d'une bonne hygiène, il incombe à chacun de rendre sain son environnement. Normalement, les Camboya paluana. Le palu est d'abord dû à la salubrité. Quand nous grandissions, il y avait des hélicoptères qui survolaient pour pulvériser les maisons. Et tout le monde était censé fermer la maison pour l'ouvrir après le passage des hélicoptères. Si jamais l'hélicoptère ne survole pas, ce sont des gens qui sillonnaient dans la ville pour nettoyer les caniveaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et regardez l'état dans lequel se trouvent nos caniveaux. Tout cela à cause des comportements pervers. Généralement, les gens ont tendance à déverser les ordures dans les caniveaux après avoir balayé. Du coup, ces ordures se bloquent et provoquent des maladies. Actuellement, nous déplorons l'absence des services d'hygiène parce qu'à l'époque où ces services travaillaient, le taux du paludisme était minime. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et nous constatons que les gens cohabitent même avec les latrines. Voilà pourquoi le taux de cette maladie est élevé. Le gouvernement aussi fait des efforts, n'est-ce pas? En mettant des médicaments par-ci par-là. Et les moustiquaires imprégnés, on donne des subventions pour que ces médicaments ne coûtent pas cher. Mais nous, par contre, nous, la population, qu'est-ce que nous faisons? Là où tu dors à côté, tu creuses un trou et l'eau. Et là-dedans, tu ne mets même pas des produits pour empêcher qu'il y ait des larves. Tu gardes l'eau à ciel ouvert longtemps dans la maison et cela favorise carrément la production de moustiques. Les gens jettent les ordures par-ci par-là. Là où même avec en train de balayer, toi tu jettes. On bouche les caniveaux, les collecteurs d'eau, là où l'eau peut passer. L'eau passe librement, le moustique n'aura pas le droit de se développer. Lorsque l'eau stagne, il reste longtemps, le moustique se développe. Donc le tort est partagé. Pour éradiquer le paludisme, la République du Congo a mis en place il y a quelques années le programme national de lutte contre le paludisme. Dans l'objectif de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle dû à cette maladie transmise à l'homme par des piqûres des moustiques anophèles femelles infectées, le gouvernement avait institué en 2008 une politique portant sur la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de moins de 15 ans et chez les femmes enceintes. Cette politique était couplée à la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Mais cela ne suffit pas, estiment certains Congolais. Pour eux, la vaccination demeure la planche de salut pour que les Congolais soient à l'abri de l'hécatombe. S'il y avait le vaccin, comme on a eu le vaccin de corona, de la fièvre jaune, si on pouvait aussi nous faire le vaccin comme ça, pour nous les Congolais qui n'aiment pas bien traiter le paludisme, ça serait une bonne chose. Le gouvernement, ce qu'ils ont fait pour le coronavirus, ils doivent faire autant pour le paludisme. Le paludisme tue même plus que le sida. Regardez le corona. Découvert en 2019, je crois, Covid-19, aussitôt, comme il avait frappé les Européens, les grands scientifiques, pour arrêter ce fléau, cette pandémie, ils ont vite pris les mesures. Mais comme le paludisme se joue là-bas, il n'impacte pas, il n'existe pas presque là-bas. Voilà pourquoi ils font de nous un marché auquel ils produisent les médicaments, ils doivent le vendre chez nous. Est-ce que vous voyez? Donc si
on prenait également un vaccin qui va éradiquer le paludisme. Mais non, les laboratoires vont encore revendre leurs produits où? La République du Congo fait les frais du paludisme avec un taux de mortalité de plus de 15% dû à la maladie chaque année. Ce chiffre pourrait donc grimper si l'on y prend garde. Merci Merveille Isombo. Une réalité de paludisme vécue par les citoyens congolais, mais la même réalité qui certainement est vécue au Gabon ou au Cameroun. Mais je sais que ce n'est pas la même en tout cas en Allemagne, puisque l'Allemagne a déjà vaincu ce problème, n'est-ce pas, professeur Bormann? Oui, c'est vrai, ça fait 100 ans à peu près que le palu n'est plus un problème de santé publique en Allemagne. Mais malgré ça, on voit aussi des patients avec le paludisme qui arrivent des pays endémiques en Allemagne. Donc c'est toujours un problème qui est aussi vu en Allemagne. Ce n'est plus un problème de santé publique, mais c'est un problème qui nous concerne nous tous. Puisque c'est un problème mondial. Et déjà rapidement, je sais que ce n'est pas l'objet de notre émission, mais rapidement, ça m'intéresse, l'Allemagne. Comment avez-vous fait justement pour trouver la solution de manière définitive à ce problème? C'est une très bonne question. Malheureusement, même les scientifiques ont peu de réponses à ça. Comme ça fait 100 ans, c'est vrai que il y a beaucoup de développement en même temps, économique, éducatif, etc., donc qui ont joué ensemble un rôle important. Et il faut aussi dire que la situation épidémiologique en Allemagne était jamais aussi importante par rapport en Afrique centrale. Ça veut dire le nombre de moustiques, l'écologie, etc., n'était jamais aussi favorable à cette maladie. Donc, on avait un taux beaucoup plus bas, donc la lutte contre le paludisme était beaucoup plus facile chez nous. Voilà, justement, nous sommes avec le professeur Adenika du Gabon. Vous venez de suivre le professeur Bormann de l'Allemagne. J'ai cru comprendre dans son récit que ce problème doit être vu de manière transversale, parce qu'il y a comme une conjugaison de facteurs pour en arriver à une riposte réussie concernant le paludisme. Professeur Adenika. Merci madame. Oui, comme l'a dit le professeur Bormann, la lutte contre le paludisme ne doit pas être une lutte unilatérale, c'est-à-dire ça doit être multisectoriel. Et ça doit impliquer pas seulement les médecins et toutes sortes de spécialistes, notamment vous avez les économistes qui doivent intervenir, les sociologues, les entomologistes doivent intervenir. Donc c'est la combinaison de tous ces facteurs, travailler ensemble main dans la main pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a beaucoup de facteurs qui nous dépassent, par exemple le facteur environnemental. Les conditions environnementales sont de telle sorte qu'on ne peut pas dépasser certains seuils, mais on peut contenir cette infection. C'est-à-dire cette maladie peut être contenue dans le fait de pouvoir limiter l'effet morbide de cette maladie et l'effet létal de cette maladie. Comme vous l'avez si bien dit au début, c'est une maladie qui continue à tuer les enfants, surtout qui n'ont rien fait pour subir cette maladie. Beaucoup d'enfants en meurent. Donc les outils qui sont actuellement en place au niveau du continent africain sont parfois limités dans le fait qu'il manque souvent les moyens ou parfois les volontés politiques, il faut le dire. La volonté politique dans le sens où nous savons tous ce qu'il faut faire. J'ai écouté un des téléspectateurs tout à l'heure qui fait part de l'utilisation des eaux usées où les gens créent eux-mêmes les eaux stagnantes qui font entrer les moustiques dans leur maison pour les infecter. Non. Si déjà on peut commencer à faire ça, c'est l'éducation populaire. Ce n'est pas le rôle d'un médecin, ce n'est pas le rôle d'un chercheur. Ça, c'est le rôle des dirigeants pour essayer, et de la population aussi, parce qu'on ne va pas tout attendre du gouvernement. La population aussi doit s'impliquer. C'est tout le monde qui doit s'impliquer. Bon, en Allemagne, ça s'est bien passé. Bon, il y a aussi les conditions favorables pour l'Allemagne. Il y a le climat qui fait en sorte que les moustiques ne peuvent pas survivre longtemps. Et que dans le froid, oui. Dans le froid, cela a aidé. Mais nous, c'est ce phénomène que je dis que nous, on ne peut pas transgresser parce que les conditions sont là. Le climat tropical est là. Donc, je ne veux pas dire qu'on est condamné, mais on est condamné à vivre avec les moustiques parce qu'ils vont survivre chez nous.
Maintenant, il faut mettre les moyens en place pour pouvoir lutter contre ça. D'accord. Alors, professeur Wondi du Cameroun, oui. Il y a les moyens. Il faut trouver des moyens justement pour, comment dire, réduire un peu l'intensité de cette maladie en Afrique. Mais ce qui est un rêve encore aujourd'hui, parce qu'au regard de ce document filmé que vous venez de suivre, je pense que qui laisse transparaître les mêmes réalités qui sont vécues même dans votre pays. Oui. Alors, que faut-il faire pour justement mener une bonne riposte contre le paludisme? Oui, que faut-il faire pour mener une bonne riposte contre le paludisme? Il faut tout de même déjà signaler que nous avons connu un progrès dans la lutte contre le paludisme lorsqu'on regarde les années 2000, où le nombre de morts annuels était autour de 1,5 million à travers le monde. Aujourd'hui, le nombre est encore élevé, c'est autour de 600 000, mais il y a tout de même eu un progrès. Et ce progrès a coïncidé avec la mise en place de certaines stratégies importantes, notamment la lutte contre le moustique, parce que s'il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de transmission. Mais il y a aussi des nouveaux médicaments très efficaces qui ont été mis sur pied. Donc, ces actions combinées ont permis de faire déjà un bon chemin. Mais le chemin est encore loin d'être complet. Que faut-il faire donc pour arriver à une réduction plus significative? Je pense que le professeur Adenika a déjà ébauché ce problème en disant qu'une action concertée avec des partenaires multiples, que ce soit au niveau de la santé publique, que ce soit au niveau des municipalités, que ce soit au niveau des populations, que ce soit des hommes et femmes des médias, parce que vous voyez bien, il y a un problème de communication de masse, parce qu'on pourrait avoir les meilleurs outils du monde, si on ne les utilise pas, ça n'aboutira pas à grand-chose. Je prends juste un simple exemple, les moustiquaires imprégnés. Nous savons que dormir sous une moustiquaire protège contre une piqûre d'anophèle, mais beaucoup de ménages ne les utilisent pas, peut-être parce qu'on n'est pas bien informé, et c'est pourquoi je dis les hommes de médias, même les hommes d'église ou bien à différents niveaux, on a besoin d'une action concertée de plusieurs acteurs pour aboutir à une réduction encore plus significative. Au-delà aussi des nouveaux outils, on va y arriver certainement, mais en attendant, j'ai dit, même si on a de nouveaux outils, si on n'en fait pas bon usage, on ne va pas faire le pas qu'il faut pour réduire significativement. Voilà, professeur Ntoumi, vous venez de suivre donc ces Congolais qui ont réagi. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Une maladie à répétition, ils ont dit, ils en souffrent régulièrement et ça crée même de la résistance à la prise d'autres médicaments qui ne marchent plus du tout. Il y a de l'automédication, il y a beaucoup de choses. Alors merci beaucoup. C'était un très beau reportage parce qu'il a abordé vraiment la complexité de cette maladie, la complexité de la réponse contre cette maladie. La prévention, déjà, certaines personnes ont mentionné le besoin d'assainir l'environnement. Donc le besoin de diagnostic a été aussi abordé. Donc là aussi, il y a des outils, il y a la goutte épaisse, mais il y a les tests de diagnostic rapide. La population a une connaissance de cette maladie avec laquelle elle vit de la naissance à la mort. Donc c'est important. Ensuite, le diagnostic, mais on a parlé traitement, l'automédication et malheureusement, l'automédication est très répandue dans nos pays d'Afrique centrale et ça, effectivement, c'est un frein parce qu'on expose inutilement, souvent, les parasites aux médicaments. Il va s'y habituer et après, il va mettre en place les moyens de contourner l'attaque de ce médicament. Donc, il n'est pas bon de pratiquer l'automédication, mais comme on l'a vu dans le reportage, malheureusement, beaucoup des membres de la communauté, voilà, ils ont des symptômes et ils se traitent. Ce n'est pas bon. Donc la prévention, le traitement et évidemment le rôle, les finances. On en a un petit peu parlé quand une personne a parlé du soutien de l'État. Effectivement, pour une bonne riposte, il faut les moyens financiers. Donc ce reportage adresse tous les points sur lesquels on doit appuyer pour pouvoir aller plus loin dans la réponse contre cette maladie.
Mais voilà, les leçons tirées de la pandémie à Covid-19, c'est ça notre thème, vont-elles servir à la lutte contre le paludisme, évidemment, parce que pour la pandémie à Covid-19, comme on a suivi ce citoyen qui a réagi, on a vu la communauté scientifique à l'œuvre pour vite éradiquer le problème, sinon, disons, aller vers l'éradication de cette pandémie. Nous aimerions que cette même énergie soit aussi concentrée sur le paludisme. Parce que finalement, en Afrique, même à long terme, je ne sais pas si on évalue l'impact justement du paludisme sur la population. C'est-à-dire que sur la longévité, je veux dire, chaque fois, on fait le palu, on se traite, on fait le palu. Bon, est-ce que ça n'a pas vraiment un impact également sur notre santé, professeur? Déjà, ça a été très bien montré que si on réduit le poids, si on réduit la morbidité du paludisme sur la population, le pays est plus riche. Quand on est malade, on ne va pas travailler. Donc, c'est un poids économique, cette maladie. Donc, c'est certain. Et en plus, avec nos pays à faible revenu, les fonds alloués à la santé augmentent. Et ces fonds alloués pour le paludisme ne peuvent pas être alloués pour d'autres maladies. Il n'y a pas que le paludisme, il y a d'autres maladies dont nous souffrons, les cancers, etc. Donc, le budget santé est faible. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, cela a un impact sur notre santé en général. Donc, et sur le fonctionnement du pays. Absolument, absolument, puisque l'économie est impactée. Si on réduit le poids de la maladie dans le pays, il y aura peut-être plus d'argent pour payer les retraites. Donc pour faire des routes Pour faire des routes, pour allouer cet argent à d'autres besoins, parce que nos besoins sont importants. Donc, effectivement, la Covid, maintenant, les leçons tirées de la Covid. Déjà, Madame Bibiane, vous avez bien vu qu'il y a eu un fonds Covid. Donc, ça veut dire qu'on a pris conscience que pour pouvoir trouver une solution, il fallait de l'argent et que tout le monde devait mettre de l'argent. Les pays riches comme les pays pauvres. Et on a vu même notre pays, faire un fonds Covid. Ça, c'est très important parce que c'est déjà, donc pour moi, la première leçon. Nous avons compris que la recherche de solutions coûte de l'argent et de notre argent, de l'argent local. Donc ça, c'est déjà une leçon extrêmement importante. Qu'il faut de nouveaux outils de diagnostic et des outils de diagnostic puissants de l'infrastructure. Vous parlez des tests PCR. Avant, le mot PCR était un mot de recherche que seuls les initiés utilisaient. Maintenant, tout le monde utilise ce mot PCR. Donc, on se rend compte que la recherche coûte. On a investi pour la Covid. Ça nous sert aujourd'hui pour le paludisme. Et sur la génomique, je pense que le professeur Wanji en parlera parce qu'il faut maintenant que la surveillance génomique, les variants, soient intégrés dans la surveillance du paludisme. Voilà, donc nous avons appris des techniques importantes qui vont nous permettre de mieux répondre maintenant à notre besoin de connaissances pour trouver des solutions pour le paludisme. La Covid nous a apporté beaucoup dans ce sens. Mais j'aimerais qu'on puisse un peu circonscrire un peu les efforts qui sont déjà faits, parce que je sais que vous ne baissez pas non plus les bras, vous êtes des éminents chercheurs, vous travaillez pour justement soulager nos États qui souffrent de ce problème du paludisme. Et d'ailleurs, même vous venez de terminer certainement votre conclave de Brazzaville. Alors dites-nous un peu quelle stratégie avez-vous arrêtée ou qu'est-ce qui a déjà été fait et enregistré dans le cadre justement de cette riposte contre le paludisme. Oui, peut-être si on peut dire, professeur Wanji. Si on peut dire également à ce niveau, concernant par exemple la lutte contre les vecteurs, les moustiques, il est important d'avoir des outils nouveaux, plus efficaces. Et notamment, on parle de l'introduction des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action de nouvelles générations, parce qu'elles pourront mieux lutter contre le facteur de résistance que ces moustiques ont développé contre les anciens produits. Donc nous avons eu à mener des études qui ont permis à faire des meilleurs choix, de sorte que nos pays en Afrique puissent
distribuer des moustiquaires les plus efficaces possibles. Ça va aider à réduire la transmission davantage. D'où le message aux populations de bien utiliser ces moustiquaires, parce que les études clairement ont prouvé qu'une bonne utilisation de moustiquaires aide à réduire le taux de transmission. Deuxièmement, oui. Au sujet justement de ces insecticides, parce que oui. ce sont des moustiquaires imprégnés d'insecticides, oui. mais il y a un constat qui est fait par les citoyens. La plupart des insecticides, en tout cas qui sont sur le marché, oui. Ne marchent plus du tout. C'est vraiment du pipeau. Ça ne marche pas du tout. Ça ne tue pas les moustiques. C'est une interpellation assez intéressante, si on peut dire ainsi, mais je voudrais tout de même dire qu'il a été prouvé scientifiquement que dormir sur une moustiquaire, même s'il y a des facteurs de résistance, ça aide parce que ça crée une barrière physique. Ça, c'est déjà quelque chose d'important de comprendre. Cette barrière physique aide déjà. Mais davantage, ça serait plus efficace si l'insecticide pouvait tuer. Et c'est pourquoi j'ai dit les études que nous avons menées et que nous continuons de mener ont aidé à mettre sur pied des nouveaux insecticides plus efficaces. Et donc, les nouveaux moustiquaires qui sont distribués présentement... Et qui ne polluent pas. Qui ne polluent pas, parce qu'effectivement, ça c'est un point important. Nous pouvons aussi dire aux populations qu'avant de recommander un insecticide, il y a des tests appuyés de toxicologie qui prouvent que le produit en question n'est pas nocif à l'humain. Et à l'OMS, c'est un point important. Notamment, le comité dans lequel je fais partie, nous évaluons d'abord est-ce que le produit est sain pour la population. Et donc, nous pouvons garantir aux populations que la recommandation est faite uniquement après cette preuve scientifique. Et lorsque vous parlez de ce que les citoyens devraient accepter de dormir sous la moustiquaire, il y a un problème d'environnement, de chaleur. C'est-à-dire que les populations ne supportent pas non plus ces fortes chaleurs. Et donc, le fait de se retrouver encore concentré dans des moustiquaires, alors c'est un dilemme à la fois, pourtant il y va de notre santé, mais on a ce problème-là aussi, des plaintes qui reviennent en ce qui concerne ces fortes chaleurs que nous constatons, qui sont insupportables et qui font que les populations refusent les moustiquaires imprégnés. Oui, le problème est assez bien posé, mais nous devons choisir entre un risque plus grand, qui est celui d'être infecté par le paludisme, ou alors voir notre enfant mourir, ou bien avoir cet impact économique, ou alors un certain inconfort qui peut être passager. Et je suis d'accord qu'il peut y avoir un inconfort, mais nous pensons qu'à la balance, il est plus risqué de se laisser exposer à une piqûre infectée du moustique que de se protéger sous la moustiquaire, bien que sous nos climats, ça pourrait à des moments être inconfortable. Je préférerais mieux dormir malgré le potentiel inconfort et être en bonne santé. Voilà, professeur Adenika, nous avons, avec le professeur Wondi, parlé des moustiquaires imprégnés, mais il n'y a pas que ça comme outil. Bien sûr. Il y a le vaccin aussi, par exemple. Il y a le vaccin, qui n'est pas à la portée. Il y a les médicaments, qui sont d'autres outils. Et si je commence par le vaccin. Oui, le vaccin. Actuellement, il n'y a pas encore de vaccin mis sur le marché, mais il y a un vaccin autorisé pour être mis sur le marché et qui a été développé en partie au Gabon. Dans notre centre, le Mosquirix, qu'on appelle aussi RTSS, qui a donné une efficacité pas très élevée, pas au niveau voulu par l'OMS. 30% ou 40%, 40%, c'est selon, mais c'est cette fourchette qui est loin de ce que nous espérons de 80% d'efficacité. Mais ce vaccin sera mis sur le marché et je souhaite vivement que cela soit introduit dans le programme élargi de vaccination des pays endémiques, ce vaccin sera destiné aux enfants qui sont à haut risque d'être infectés par le parasite du paludisme. Mais ce vaccin, ce n'est pas une panacée. Ça ne veut pas venir arrêter de dormir sur les moustiquaires ou de prendre des médicaments ou de se protéger, c'est-à-dire d'avoir un environnement sain, de nettoyer tout ce qui est les flaques d'eau qui sont les gîtes lavaires. Donc on va continuer toutes ces luttes, y compris la lutte antivectorielle, dormir sur les moustiquaires quand cela est possible, utiliser les pulvérisateurs pour pouvoir
à l'intérieur comme à l'extérieur, comme cela se doit, et prenez les médicaments quand cela est nécessaire. Parce que ce vaccin qui est déjà autorisé par l'OMS et par tous nos gouvernements, on est en train de voir le mécanisme de l'approvisionnement au niveau des pays. Donc ce vaccin est là, mais ça ne suffit pas. Quand on dit 40-30% pour nous, on ne va pas dire un échec, c'est un premier pas, parce que ce serait le premier vaccin contre un parasite. Il n'y a pas de vaccin contre les parasites. Et justement, dans la recherche de ce vaccin, est-ce qu'il y a eu une synergie dans le cadre de la communauté scientifique? Parce que je constate que pour la Covid-19, c'est tous les États du monde, voilà, non, mais on réfléchit pour voir comment enrayer cette pandémie. Mais même si ça ne concerne pas les pays du Nord, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour justement trouver quelque chose qui soit plus performant et qui puisse soulager les populations? Parce que ça, d'une manière ou d'une autre, ils sont quelque part touchés. Parce qu'il y a le moustique du voyageur ou quoi. Absolument. Et quand les Africains se rendent en Occident, ils emportent des moustiques dans leur bagage sans le savoir. Oui, mais merci madame pour cette question. Non, la synergie est là. Et si nous se sommes retrouvés aujourd'hui à Brazzaville, c'est-à-dire c'est un consortium avec de différents chercheurs de différents pays pour réfléchir sur une solution de lutte contre le paludisme. Pour le vaccin, pour revenir sur ce vaccin, l'efficacité du vaccin actuellement mis sur le marché est tellement faible qu'on ne peut pas dormir. Il y a beaucoup de candidats vaccins qui sont actuellement en cours d'évaluation. Beaucoup. Il y a un qui est développé par les chercheurs d'Oxford en Angleterre avec nos amis de Burkina Faso, qui a donné une efficacité d'espoir. Je dis efficacité d'espoir parce qu'il donne une efficacité de 75% qui est presque le double de ce que donnait Mosqueris. Mais ce Mosqueris, ça va donner presque la même efficacité à la phase 2 d'évaluation clinique dans le passé. Ce qui nous permet maintenant d'être un peu prudents, de ne pas commencer par danser. Donc on va voir, la phase 3 va commencer bientôt et on va voir les résultats de la phase 3. Nous espérons vraiment que la phase 3 confirme ce qu'on a trouvé à la phase 2. Parce que la phase de développement des vaccins, il y a première phase, deuxième phase, troisième phase. C'est après la troisième phase qu'on met sur le marché. Donc, voilà. On est à ce niveau maintenant. En dehors de ce vaccin, il y a maintenant le vaccin qui utilise le modèle anciennement utilisé à l'origine même du vaccin. C'est-à-dire utiliser le pathogène, le microbe qui entraîne le paludisme lui-même pour induire l'infection, pour induire l'immunité. Donc on prend le parasite du paludisme et on l'atténue, c'est-à-dire on lui enlève sa virulence, donc pour l'empêcher d'induire la maladie, et ça constitue un vaccin entier. Donc c'est le parasite même qui rentre dans l'organisme qui va induire une protection à celui qui prend ce vaccin. Ce vaccin a montré une très belle efficacité au niveau de l'Allemagne, mais en Afrique, cette efficacité n'est pas encore prouvée à cause de plusieurs autres contingences. Ça aussi, ce sont les goulots d'étranglement que nous rencontrons dans nos travaux tous les jours. C'est vrai qu'on voit, on travaille, mais il y a des phénomènes qui sont au-dessus de nous, qu'il faut chercher, et c'est ça le travail du chercheur. On ne développe pas seulement, il faut comprendre pourquoi ça marche ici ou pas ici, et ça fait partie de la question de recherche d'importance aujourd'hui chez nous les chercheurs pour comprendre pourquoi le vaccin marche en Europe, pourquoi pas en Afrique, chez une femme, pourquoi pas chez un homme, chez telle population, pourquoi pas chez cette population. Professeur Adenika, vous avez parlé également des médicaments. Oui, les médicaments qui existent aujourd'hui marchent très bien, c'est-à-dire les DV-artémisinine marchent très bien quand ils sont pris à bon escient, c'est-à-dire les doses prescrites par le médecin, si c'est pris comme indiqué par le médecin, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un phénomène. C'est-à-dire, le plus gros phénomène que nous avons avec les médicaments, c'est ce qu'on appelle la résistance. Voilà. Le professeur Ntoumi en a évoqué tout à l'heure. Dû à l'automédication? En partie. En partie. Ah oui. L'automédication, c'est en partie. Même si le médecin vous prescrit le médicament et vous prenez ça mal, c'est-à-dire, on vous donne une tablette, on dit vous prenez ça, un médicament, un comprimé matin et soir pendant 3 jours, et vous essayez de prendre ça une seule fois et vous arrêtez. Donc, vous donnez au parasite déjà un peu de médicaments, donc ça ne le tue pas, il s'adapte aux médicaments. Il va développer une résistance contre cette molécule. Ce qui fait en sorte que ce même parasite, quand ça va infecter quelqu'un d'autre, quand vous allez utiliser la même molécule, ça ne va pas marcher.
Donc il faut bien traiter les gens et ne traitons personne sans que la preuve du paludisme n'est établie. Ça, c'est très très important, mais on peut tout dire. Nous sommes dans la recherche. Le paludisme, dans notre contexte, ne peut pas être paludisme sans présence de parasites. Donc, il est hors de question de commencer par traiter quelqu'un avec des antimalariques si la goutte épaisse est négative. Malheureusement, même nous les médecins, les collègues médecins, on continue à commettre cette erreur en se disant que oui, c'est un paludisme probable. C'est peut-être sur le plan de la santé publique, à défaut, si on n'a pas les possibilités de faire le diagnostic, oui, on peut se permettre ce luxe, mais ce luxe va nous amener la résistance. Et pour contrer cette résistance, il faut développer de nouveaux médicaments, c'est-à-dire les nouvelles molécules. Et ces nouvelles molécules qui doivent être différentes des dérivés artémisinine, ou mettre en place des nouvelles combinaisons de différentes molécules pour essayer de diminuer la pression sur la molécule efficace que nous avons aujourd'hui, qui est le dérivé artémisinine. Et nous y travaillons actuellement en cherchant toutes les molécules possibles. La médecine traditionnelle, c'est-à-dire les plantes médicinales, c'est une voie potentielle, mais ça, c'est un autre outil, c'est un autre travail qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus, mais on ne s'intéresse pas beaucoup à cela et c'est dommage. Donc on peut commencer déjà par mettre en place le mécanisme d'évaluation des plantes médicinales qui peut être une alternative, mais on est loin de là et nous sommes menacés. C'est comme une bombe atomique. Si jamais on ne trouve pas de nouvelles molécules efficaces contre le paludisme et on tombe sur le travail de la résistance des dérivés artémisinine, nous allons tous nous déporter en Europe. Voilà, nous allons tous nous déporter en Europe et donc ce qui nous amène en Allemagne avec le professeur Bormann. Alors professeur, vous avez suivi ces contributions de vos co-débatteurs. Est-ce que vous partagez cette approche en termes d'outils Absolument. Donc, dans le cadre de cette riposte contre le paludisme? Merci madame. Absolument. Je partage tout ce qui était déjà dit. En tant que chercheur, on veut toujours développer de nouveaux outils. Ça, c'est clair. C'est notre but scientifique, soit pour mieux protéger, pour prévenir, développer des molécules chimiques pour imprégner le moustiquaire, soit vaccin. Il y a d'autres fonctions aussi de la recherche, de nous toujours développer. Mon cher professeur Adenik a déjà parlé de la nécessité de toujours développer de nouveaux molécules aussi pour les traitements, parce qu'il y a toujours un développement de résistance. Donc ce n'est pas une question qu'une résistance soit développée, mais peut-être quand. Il y a des molécules où il y a pratiquement tout de suite, 1 an, 2 ans après, il y a de résistance. Il y a d'autres molécules qu'on peut utiliser pendant plus longtemps, mais des résistances vont toujours venir. Donc on est toujours en train de courir derrière. Nous, en science, on appelle ça l'évolution des organismes, donc les pathogènes, c'est virus, soit les parasites ou bien les bactéries, c'est partout dans l'infectiologie, c'est la même chose. Permettez-moi, mais aussi de faire une petite remarque. Je pense que c'est important et il faut éviter que à notre audience aussi de peut-être donner l'impression qu'on attend toujours un nouveau outil qui va nous sauver. On a déjà des outils, c'était déjà aussi mentionné, je voulais peut-être renforcer cet argument. Il y a des outils qui sont déjà là. Même si les moustiquaires imprégnés, s'il y a les résistances, dormir sur une moustiquaire, barrière physique, etc., ça marche. Les médicaments, ça marche. En fait, les deux outils, on sait déjà, si c'est bien appliqué à 100%, personne ne devrait dans ce monde mourir du paludisme. Et c'est important aussi de renforcer ce message. Donc, pour éviter que notre audience a l'impression qu'on court toujours après des nouveaux outils, des solutions qui vont peut-être jamais arriver. Bon, le vaccin contre le paludisme, en fait, dans la médecine entière, c'est une recherche qui dure déjà depuis 100 ans. Donc c'est une recherche qui a assez d'histoire déjà. On essaie toujours, mais
dans la médecine, on dit toujours, c'est comme le traitement du cancer, c'est presque impossible. Ça sera presque impossible. Donc, on risque un peu de courir derrière une solution qui est peut-être très difficile à y arriver. Oui. Donc, c'est très important à notre audience aussi de renforcer qu'il y a des outils qui sont là, qui, quand c'est bien utilisé, il n'y a plus un enfant qui devrait mourir de paludisme. Avec le traitement, comme l'OMS dit toujours, le diagnostic très tôt et tout de suite le traitement, donc comme on dit en anglais, early diagnosis and prompt treatment, c'est une méthode qui marche toujours et qui peut prévenir un paludisme sévère et bien sûr aussi la mort d'un enfant. Évidemment, j'aimerais quand même vous titiller avec l'observation faite par un citoyen congolais dans le reportage que nous venons de suivre. Disons, en fait, il a fait allusion à ce que l'Occident, sinon les pays du Nord, refusent de collaborer avec nous de manière franche dans cette riposte contre le paludisme. C'est pour son profit. C'est pour concevoir des médicaments au sein des laboratoires, des grands laboratoires du Nord, et pour venir justement nous les vendre ici en Afrique. Est-ce le cas Merci, madame. Donc, c'est difficile d'y répondre. Il n'y a pas une réponse simple. Je peux très bien comprendre cette frustration donc, qui est là, puisque, comme c'était très bien dit déjà, que la réponse au Covid était presque tout de suite. Oui. Je devrais dire que même nous, on était très surpris. On savait qu'il y a des vaccins, certains vaccins aussi qui ont technologie, de nouveaux vaccins, ont un potentiel pour des réponses plus vite. C'est le cas pour les vaccins RNA ou ANR. Ces vaccins étaient déjà prometteurs déjà avant même Covid. On savait déjà que c'est une nouvelle technologie qui est sur la table, qui pourrait être développée en cas où il y a une pandémie, qui pourrait servir déjà et développer un vaccin tout de suite. Voilà. Malgré cette technologie et plusieurs autres technologies, il reste que le parasite, la biologie de cette parasite, de paludisme, est très différente des virus. Très, très différent. En fait, ce sont des cellules qui sont composées comme notre propre cellule. Donc, déjà, vous voyez, déjà, c'est plus difficile de développer un vaccin qui peut cibler une cellule qui est presque les mêmes composants que comme nos propres cellules dans notre corps. Donc, dans la science, on appelle ces genres de cellules des eucaryotes, qui sont comme notre propre cellule. Donc, c'est déjà une autre tâche. D'abord aussi, le nombre de protéines exprimées par un virus, on compte peut-être 10, maximum 15. Là, pour le parasite, le paludisme, on compte plus que 5000. Donc, vous voyez un peu, c'est déjà un autre défi de technologie, etc. Je voyais déjà professeur Adenika hocher un peu la tête, certainement. Non, ce que je voulais dire, c'est pas... Il a donné l'explication scientifique qui est très valide, il n'y a rien à discuter là-dessus. De manière succincte. Sur la complexité des parasites. Ce n'est pas facile de développer. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il n'y a aucun vaccin contre un parasite aujourd'hui, sauf le vaccin Mosquirix, dont l'efficacité est ce que nous connaissons. Mais par contre, le sentiment de la population est justifié. Et je suis d'accord avec eux. Oui, je suis d'accord avec eux que le vaccin contre le paludisme n'est pas aussi développé vite parce que ce n'est pas un problème européen. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La recherche, c'est des milliards. C'est beaucoup d'argent. Quelqu'un doit payer. Et le peu de recherche que nous faisons, c'est un mécanisme qui est mis en place de philanthropique. En général, c'est les donations des dotations des philanthropes, notamment Bill Gates, ou je pense que l'Union européenne, Wellcome Trust, qui paie l'argent des taxes des Européens, qui mettent dans la recherche. Et nous, on profite
de cela. Quand je dis on profite de cela parce que nous ne recevons pas des financements directement de nos États pour faire de la recherche. Et eux, ce qu'ils donnent, ils pensent qu'ils font déjà beaucoup. Pour Covid, c'est clair, ils sont concernés, ils ont mis leurs moyens. Encore là, on a profité du vaccin développé en Europe, en Chine, un peu partout. On n'a rien développé en Afrique. Qu'on se dise aussi la vérité à un moment donné. Donc on ne voit pas toujours que l'autre... Ils ont quel intérêt pour nous? Nous, on doit se prendre aussi en charge un peu. Qu'on essaye aussi de mettre la main dans la poche, de mettre un mécanisme de financement. Le Congo ne peut pas le faire seul. Le Congo peut s'associer au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal. Ensemble, on dit, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre notre problème? Et on va commencer et les gens vont venir. Parce qu'actuellement, 100% de tous les financements de recherche sur le paludisme, ça vient de l'extérieur. Il faut que l'Européen trouve son intérêt avant de le faire. La population a raison. Mais ils vont faire quoi? Je ne vais pas aller voir l'Union européenne d'écouter, prendre les taxes de tes citoyens, tu l'envoies en Afrique, il va dire je ne gagne pas en retour. Parce qu'il n'y a pas de gratuité. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous avez un médicament contre le paludisme, vous l'achetez sur le marché peut-être à 5 000 francs. Ici au Congo, vous dites que c'est cher, donc quand vous trouvez ça, c'est moins cher. Est-ce que vous savez que ce médicament de 5 000 que vous achetez ici, le coût de revient normal, c'est peut-être 50 000. Qu'il y a déjà des mécanismes de dumping, c'est-à-dire de subvention. L'État aussi subventionne, ça, il faut le dire au niveau des taxes et tout ça, mais quand vous allez voir le coût de production de ce médicament jusqu'au dernier utilisateur, ça coûte peut-être 50 000, mais on l'achète à 5 000 et on se plaint. Mais déjà, il y a déjà beaucoup d'efforts qui se font là. Moi, c'est pour revenir pour dire, la population a raison de se plaindre que les Européens ne veulent pas investir. Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas investir, ils n'ont aucun intérêt immédiat pour investir sur ça. Et d'ailleurs, on a classé certains médicaments, les maladies liées à la pauvreté qui existent aujourd'hui, ou dans ce cas aussi, c'est le mécanisme, ce qu'ils appellent le mécanisme comme COVAX lors de Covid-19, oui. Où on va dire, bon, on va donner à chaque pays un peu en compte-gouttes. Mais c'est ça, on ne va pas continuer à vivre de charité. C'est la vie humaine que nous essayons, et aussi au niveau de notre pays, de contribuer à la recherche, de décider, c'est ça aussi, parce que si c'est l'Européen qui décide de faire la recherche, je comprends que mon pays dise je ne suis pas intéressé, parce que ça ne vient pas de moi, mais quand ça s'assied ensemble, on dit nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut pour le palu? Qu'on se pose le problème, qu'on dit voilà ce qu'on veut faire. On veut développer les médicaments, on veut développer ceci, on a des chercheurs, on leur donne les moyens, on les forme, puisque l'État a investi sur nous. On a été à l'école, on a bénéficié de la bourse de l'État, donc il faudrait qu'on les utilise aussi. Mais on nous donne les moyens pour qu'on puisse servir notre pays. Voilà ce que je voulais ajouter. Je voulais rebondir sur les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous voyons sur le marché d'autres moustiquaires aussi, mais qui ne sont pas imprégnés d'insecticides, mais qui sont vendus, qui sont commercialisés voilà, ici et là. Est-ce que c'est un danger ou faut-il acheter séparément en ce moment-là les insecticides voilà, pour l'ajouter? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est le moment aussi de bien édifier la population? Absolument, c'est un point important. Et en fait, ça rejoint une étude que nous avons menée. Et là, c'était au Cameroun, à Yaoundé, où nous avons essayé de tester l'efficacité des moustiquaires qui étaient vendus sur le marché. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces moustiquaires étaient de faible efficacité parce que la manière avec laquelle on les a fabriqués ou le stockage, bien des facteurs ont nuit. Et ça rejoint ce que le professeur Adenika disait. Lorsqu'on soumet les moustiques à des doses assez relativement faibles, en fait, ça aide le moustique à se préparer et à développer la résistance. Donc, normalement, nous voulons conseiller aux populations d'éviter de s'approvisionner en moustiquaires dans des endroits douteux et de plutôt s'approcher des structures agréées pour s'assurer que la moustiquaire est de bonne qualité. Sinon, on va se plaindre qu'on utilise la moustiquaire, il n'y a pas d'impact, tout simplement parce que la moustiquaire, tout comme pour le médicament, il n'est pas de bonne qualité. Et au contraire, ça va sélectionner la résistance parce que, comme le professeur Bowman l'a dit, les organismes vivants, les moustiques, tout comme les parasites, ils ont cette capacité évolutive à s'adapter génétiquement à des pressions, notamment l'insecticide, notamment les médicaments. Donc, évitons
de nous approvisionner dans des endroits douteux et approchons-nous plutôt des structures agréées. Et alors, en mieux utilisant ces moustiquaires, on va aider à réduire. Même quand il y aura de la résistance, on pourra avoir un effet plus important dans la lutte. Professeur Ntoumi, quel est votre plaidoyer pour un plus grand soutien des gouvernements africains dans cette riposte contre le paludisme? Le plaidoyer, je dirais déjà que ça fait partie de mon job en tant que scientifique. Je fais des plaidoyers. Dernièrement, j'en ai fait un en Allemagne, devant les parlementaires allemands. J'aimerais bien pouvoir faire la même chose devant des parlementaires africains. Congolais, je ne l'ai jamais fait. Donc, vous voyez déjà la différence dans la perception. Donc, faire un plaidoyer, c'est à différents niveaux. Il y a la population, comme on l'a dit, la lutte contre le paludisme implique différents acteurs. Il y a les scientifiques, il y a la communauté, il y a les décideurs, il y a ceux qui ont des financements. Donc, tous ces acteurs, on doit leur faire un plaidoyer différent. Donc, le plaidoyer par rapport à la population, ça serait un meilleur dialogue avec tous ces acteurs pour qu'ils comprennent, comme l'a dit, ça a été dit par mes confrères, qu'ils comprennent que, la lutte contre le paludisme est d'abord notre problème. Il faudrait que les décideurs, l'Union africaine, les mécanismes sont là. Je suis dans beaucoup de boards de l'Union africaine, l'Africa CDC, l'OMS. Tous les mécanismes sont là, mais après, il ne se passe plus rien. Il n'y a pas de financement. Il y a eu la déclaration d'Abuja. Donc, déjà que tous les textes sont faits, on n'a plus besoin de réinventer les textes. Maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, mon plaidoyer, c'est pour les scientifiques, je ne dirais pas ma génération, mais les jeunes scientifiques, comme ceux qui sont là pour cet atelier, c'est leur dire le problème du paludisme est le vôtre. Trouvez des solutions, soyez innovants. Des outils existent, testez-les, utilisez-les mieux. Mais vraiment, professeur Wondji est un brillant généticien. Il y a la manipulation des moustiques qui arrivent, de nouvelles constructions qu'il faut trouver. C'est notre responsabilité. Il ne s'agit pas du Nord. Je vais dans beaucoup de réunions du Nord où, par exemple, ils décident déjà telle construction ne doit pas être utilisée. Ils font à la fois l'éthique, toute la réflexion, et je trouve ça ahurissant. Le débat doit être ici. Nos jeunes doivent avoir le débat et avec les décideurs et les populations décider comment, si ces moustiques génétiquement modifiés doivent être utilisés c'est aux populations et aux scientifiques locaux de mener le débat. Donc, le plaidoyer, c'est des outils existent, comme des outils moléculaires, des outils de diagnostic, les vaccins sur lesquels il faut continuer à travailler, mais il faut des financements. Donc, mon plaidoyer sera à tous. Il faut qu'on trouve une solution ensemble ici. Et après, l'Allemagne, la France, tous les autres viendront en appui. Les financements internationaux représentent 69% donc, du soutien à la lutte contre le paludisme. Et le succès de notre plaidoyer serait que ce soit 69% de financements domestiques, donc de financements nationaux, qui vont à la lutte contre cette maladie. Voilà. Donc cela est très important. J'aimerais donc que chacun, en 1 minute ou 2 minutes, ou 3 minutes, pourquoi pas, puisse décliner un peu sa vision sur une stratégie permettant la constitution justement d'une grande riposte qui serait très efficace pour réduire de manière considérable la propagation du paludisme dans nos villes et dans nos États. Professeur Borman. Merci, madame. Je voulais dire à ce sujet que c'est important de continuer d'avoir une conscience publique élevée pour les problèmes des maladies infectieuses en général, mondiales. Ça veut dire que ce qui est Covid-19 nous avait démontré, encore une fois, dans la recherche, nous, on le savait déjà, bien sûr, que les pathogènes
comme les virus, les parasites, les bactéries, ne connaissent pas les frontières. Donc nous, dans la recherche, on connaissait déjà très bien, mais je pense que c'est déjà ça rentré dans la conscience publique. Et c'est vrai que nous, ensemble, déjà, on bénéficie déjà de plus de fonds. C'est un résultat qui est déjà sur la table. Aussi pour la recherche contre le paludisme. Donc, toutes les maladies infectieuses qui aussi à côté de paludisme, il y a d'autres parasites qui sont très prévalents, la schistosomiase, par exemple, la filariose, etc. Il y a d'autres parasites qui sont importants où il y a toujours trop peu de ressources financières. Donc, je pense que cette conscience publique, ça va, j'espère bien, ça va rester aussi dans mon pays. Et donc, ensemble, avec mes chers collègues. Qu'est-ce que vous entendez par conscience publique ? Je comprends. Je pense qu'on a pris conscience que les maladies infectieuses, ça ne s'arrête pas à la frontière de l'Allemagne. Donc, seulement ensemble, on peut résoudre le problème des maladies infectieuses, soit les résistances, soit développer les vaccins, prévenir d'autres maladies émergentes comme Ebola, etc. Donc, c'est un monde, on est ensemble. D'ailleurs, ça concerne aussi les maladies vétérinaires. Donc, sous le toit de One Health, donc on est tous ensemble, la santé, aussi de l'environnement, des animaux, des populations. Ça, c'est un sujet qu'il faut attaquer ensemble dans le monde. Donc, je pense que ça, on a pris conscience de ça dans nos pays. Peut-être pas tout le monde, mais c'est arrivé déjà au niveau de notre gouvernement. Donc, on a mis déjà, l'Allemagne a déjà mis plus d'argent sur la table pour la lutte contre les maladies infectieuses. Professeur Adenika ? Je crois que la leçon tirée de Covid-19 dans la lutte contre les maladies infectieuses, ici, Covid-19 a montré que lorsque nous sommes tous levés comme un seul homme et travailler main dans la main, sans laisser personne à côté, on a pu contenir, je ne dirais pas éradiquer ou éliminer, on a pu contenir le virus qui est toujours là. Le virus de Covid-19 circule toujours. On comprend ça mieux aujourd'hui et on sait comment manager cela. Donc, nous sommes toujours en pleine pandémie Covid-19. Mais le fait d'avoir travaillé ensemble nous a permis de contenir ça. Ce même mécanisme, si on doit le traduire dans la lutte contre le paludisme, voudrait bien que nous mettons en place, c'est-à-dire un programme multidisciplinaire, que ce ne soit pas toujours l'affaire des médecins, des biologistes ou bien du gouvernement. Et le gouvernement, c'est vrai, c'est le chef. Le gouvernement, c'est le chef, celui qui donne le top, qui met les lois en place. On a vu ça, les confinements, et les couvre-feux. Quand ils ont décidé, tout le monde a respecté cela. Qu'on mette le respect aussi, qu'on prenne aussi les mêmes décrets pour l'assainissement de l'environnement où nous vivons, qu'on mette le même décret pour que tout le monde essaye d'éviter, de respecter l'environnement. Parce que c'est une maladie liée à la pauvreté, certes, mais on peut être pauvre et être propre dans son environnement. Ça, on n'a pas besoin d'argent ou bien d'être riche pour avoir un environnement sain. Que la population sache que le paludisme existe et qu'on peut traiter le paludisme. On peut éviter de mourir du paludisme. Ça, c'est un fait. Il suffit que lorsqu'on sent qu'on a le palu, puisque j'ai entendu à la télé, c'est une dame qui s'est auto-déclarée paludienne, qu'elle a eu le palu. Donc, quand on sent que c'est le palu, qu'on aille au centre de santé le plus proche pour faire le diagnostic. Nous avons aujourd'hui les TDA, comme on les appelle, les tests de diagnostic rapide, qui permet de savoir si vous avez le parasite ou pas. Et au même moment... Dans ces cabinets, la goutte épaisse a toujours été positive. C'est aussi un constat. Hein? Non, ça c'est un constat. Toujours positive, jamais négative. Non, je suis sûr, si vous allez au laboratoire du professeur Ntoumi, ce ne serait pas toujours... Si c'est négatif, si votre test, la goutte épaisse est négative, c'est que vous n'avez pas le paludisme. Si c'est fait par un bon technicien. Voilà. Ça, je répète, quand c'est négatif et fait par un bon technicien, c'est que vous n'avez pas le paludisme. Et ce n'est pas seulement le palu qui cause la fièvre. Vous avez beaucoup de virus.
il y a les études ont montré que peut-être 20%, 30%, c'est selon l'endémicité des gens qui font la fièvre qui ont le paludisme. Donc, si la goutte épaisse est négative, raison de plus pour aller voir un médecin. Peut-être vous trouvez quelque chose de très grave et vous allez passer le temps à vouloir traiter un paludisme qui n'existe pas. Et cette maladie grave qui est en vous va évoluer vers les complications qui, après, vont vous coûter très cher. Parfois, vous pouvez en mourir. Nous avons, par exemple, vous avez une septicémie, et une plaie, une infection autre que le paludisme, et vous continuez à prendre des antimalariques pendant des jours et des jours, alors que cette maladie continue. Je pense que si la goutte épaisse... C'est pratiquement des mêmes symptômes, hein? Oui. C'est ça, on appelle ça, c'est la maladie infectieuse. Oui. C'est le même symptôme, mais c'est comme Covid. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un me dit, j'ai le palu. Immédiatement, concomitamment, il faut lui faire le test Covid. Si c'est négatif, on fait le test Covid. Ça peut être le Covid. Ça peut être une infection. Et vous allez passer à côté. Ça peut être un autre virus, la dengue, le chikungunya, qui est même une endémique ici actuellement au Congo, et beaucoup d'autres maladies causant de la fièvre. Donc la population doit savoir qu'on peut traiter le paludisme si le diagnostic est bien posé et que le médicament existe. Donc ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité. On peut ne pas mourir du paludisme. Alors, professeur Wondi. Mon mot de fin va simplement être le grand besoin d'une synergie d'action pour aider à réduire le fardeau du palu. Et cette synergie d'action se situe au niveau national avec les différents acteurs, les pouvoirs publics qui doivent jouer leur rôle. Il y a les pouvoirs décentralisés au niveau de la municipalité qui doivent aider justement à l'hygiène. Et un intervenant là a dit qu'avant, on pulvérisait, on faisait ceci, on faisait cela, on peut y revenir. Et il y a une synergie d'action qui dépend des acteurs de la recherche que nous sommes. Nous avons besoin des financements. Et ces financements, malheureusement, pour l'instant, sont internationaux. On devrait augmenter la proportion nationale. Et au niveau international, la coopération. C'est l'exemple, cette réunion que nous avons eue à Brazzaville, c'est une coopération internationale qui vise à déployer des meilleures stratégies de lutte. On doit davantage en faire au niveau continental avec d'autres partenaires. Le palu ne sera vaincu qu'en unissant nos efforts pour pouvoir atteindre le but d'élimination. Très bien. Professeur Ntoumi, pour terminer. La leçon principale ou les leçons principales de la pandémie de la Covid, pour moi, c'est l'anticipation, la préparation. C'est une leçon. On a eu Ebola, ça a été un coup de semonce, on ne s'est pas assez bien préparé. On a commencé. On a eu la Covid qui a été un niveau au-dessus dans la menace planétaire. On est toujours faible dans la préparation. Donc l'anticipation, si on comprend qu'il est important de se préparer à combattre toutes les maladies infectieuses en formant des scientifiques de différentes disciplines, en n'oubliant pas l'environnement, parce qu'il n'y a pas que l'homme vit avec l'animal, donc, et qu'on regarde l'homme et son environnement et qu'on investisse et qu'on fasse de la recherche intégrée. Il faut que la recherche soit dans tous ces domaines de manière coordonnée et intégrée. Je pense que pour moi, ça serait la leçon la plus importante, que nos programmes intègrent maintenant toutes ces composantes pour agir la recherche dans toutes ces composantes. Très bien. Les leçons tirées de la pandémie à Covid-19 vont-elles servir à la lutte contre le paludisme ? Nous en avons débattu avec la professeure Francine Ntoumi de la République du Congo, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale spécialisée en épidémiologie moléculaire des maladies infectieuses à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen en Allemagne, membre de l'Académie mondiale des sciences, première femme africaine, responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale sur le paludisme. Nous étions avec le professeur Charles Wondi du Cameroun, spécialiste de génétique et d'entomologie médicale à Liverpool School of Tropical Medicine Senior, Wellcome Trust Research Fellow, directeur exécutif du Centre for Research Infectious Disease au Cameroun. Et puis nous étions avec le professeur Hakim Adenika du Gabon, professeur titulaire d'immunoépidémiologie des maladies infectieuses à l'université de Tübingen, directeur du centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon.
professeur Stephen Bormann d'Allemagne, spécialiste de parasitologie clinique à l'université de Tübingen. Merci à vous d'être venus. Nous remercions toute l'équipe technique et tous nos téléspectateurs. Et nous vous disons au revoir à une autre occasion. Merci. Merci, madame. Merci.